Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Lanceur d'Arête. Aujourd'hui, dans le podcast, on va se poser les questions sur les comportements des ultra-riches et les implications que ça a sur nous, les gens normaux. Alors oui, le terme normal, vous savez que je l'aime pas beaucoup, mais là, je l'emploie volontairement parce que on va vite se rendre compte que la situation est loin d'être normale. On va commencer par prendre un petit peu la mesure des écarts qui existent entre les riches et les pauvres dans le monde actuel. On va se demander si le pouvoir politique de ces ultra-riches-là et leurs activités en général ne sont pas la source de nos problèmes. On va aussi se poser des questions sur certains mythes du capitalisme qui sont tellement ancrés en nous qu'on réagit même plus. On va aussi réfléchir à des solutions possibles, évidemment. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, dans l'épisode peut-être le plus politique de Lanceur d'Arête à ce jour, ben non, on va pas pelleter des nuages, justement parce qu'un des mythes qu'ils ont réussi à nous inculquer, c'est que remettre en question ce système, c'est automatiquement être un rêveur, être quelqu'un d'utopiste. Aujourd'hui, on plonge dans la matrice. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Eh bien oui, dans Lanceur d'Arête, on va se poser des questions sur le comportement des ultra-riches. Mais avant, je vais faire encore ma partie promo. Je vous remercie infiniment de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Par contre, là, je dois vous chicaner. Je suis pas content. Donc, évidemment, je plaisante. Mais par contre, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous m'écoutez sans vous abonner au podcast. Et vous savez peut-être que pour un podcast prenne de la notoriété, prenne un petit peu d'ampleur, eh bien, c'est le nombre d'abonnés qui est important. Alors, s'il vous plaît, allez vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour m'écouter. Encore merci d'être là aujourd'hui. Alors oui, aujourd'hui, on parle des ultra riches et on va commencer en prenant la mesure des écarts pharaoniques entre les riches et les pauvres. Parce que quand on parle d'ultra riche, on ne parle pas de la personne qui a une jolie maison, une belle voiture, qui vit confortablement dans un des beaux quartiers de votre ville. Non, lui, c'est peut-être un millionnaire. Il répond peut-être à certains des critères que je vais vous décrire dans l'épisode, mais en règle générale, cet individu, il est considéré comme un pauvre par les ultra riches. Pour le commun des mortels, c'est vraiment très difficile de se faire une idée de la fortune des milliardaires et surtout de la différence entre eux, par exemple, et des millionnaires. Et vous avez peut-être déjà vu cet exemple, mais moi je trouve qu'il est tellement révélateur. La meilleure manière de se faire une idée là-dessus, c'est de comparer l'argent au temps. 1 million de secondes, ça équivaut à un peu moins de 12 jours. 1 milliard de secondes, c'est presque 32 ans. Donc là, avec cette comparaison, on a une bonne idée de à quoi ressemble la différence entre un millionnaire et un milliardaire. Autre comparaison. Vous connaissez sûrement le philosophe grec Socrate. Bon, on pense qu'il a été exécuté en 399 avant Jésus-Christ. Bon, vous savez peut-être, il avait été condamné à boire la ciguë qui était un poison. Imaginons qu'à la place du poison, Socrate il avait bu un élixir d'immortalité. Et imaginons qu'à partir de ce jour, il avait économisé 10 000 $ par semaine, toutes les semaines jusqu'à aujourd'hui. Non seulement il n'aurait pas atteint la fortune d'Elon Musk, mais il en aurait accumulé à peu près 1%. Allez, on s'en fait une autre. On va imaginer qu'on peut empiler des billets de 100 $ autant qu'on en veut pour faire des piles de différentes hauteurs. Donc, sachant qu'un billet de banque il a une épaisseur de 0,11 mm, une pile d'1 million de dollars, ça mesurerait 1,1 mètre, donc environ la hauteur d'un enfant de 4 ou 5 ans. Une pile d'1 milliard de dollars, ça mesurerait 1,1 km, donc un peu moins de 3 fois et demi la taille de la Tour Eiffel. Le salaire annuel moyen aux États-Unis, il est de 62 426 $. Donc, si on fait une pile avec une année de salaire de ce salaire-là, elle fait 6,86 cm, ce qui est à peu près la taille des objets souvenirs que vous pouvez acheter en bas de la Tour Eiffel. Maintenant, si on fait l'exercice avec la fortune de Jeff Bezos, notre pile, elle mesurerait 245,3 km de haut, donc 690 Tours Eiffel. Allez, une petite dernière. Le 3 ou le 4 janvier de chaque année, un PDG du SP500 a déjà gagné ce que ses employés gagneront en moyenne durant toute l'année.
Et souvent, lorsqu'on aborde ces sujets de cette façon-là, qu'on fait des comparaisons pour que les gens réalisent à quel point les écarts sont pharaoniques, comme je disais tout à l'heure, ben souvent on est taxé de démagogie par les ultra-riches, enfin plutôt par leurs valets, parce que eux, les ultra-riches, ils ne s'adressent pas directement à nous. Bon, maintenant qu'on s'est donné une bonne idée de l'ampleur de la richesse des ultra-riches, on va se poser la question si leur pouvoir politique n'est pas le problème au travers de tout ça. Il y a un organisme gouvernemental au Canada qui s'appelle Horizon Canada, qui a publié un rapport intitulé Perturbations à l'horizon, dans lequel il répertorie les perturbations possibles du monde dans un avenir à plus ou moins long terme. En fait, le rapport il est destiné aux leaders des organismes publics ou privés. L'idée, c'est de les aider à mieux se préparer à certaines éventualités. Le rapport il présente une espèce de carte des événements avec, d'un côté, une échelle de la gravité et de l'impact que ça pourrait avoir sur la population, et sur l'autre partie de l'échelle, la probabilité que ça se produise et dans quel délai à peu près. Je vais mettre un lien vers ce rapport sur le site de lanceurdarête.ca. Par contre, je vous dis tout de suite, je vous déconseille de le consulter si vous avez, comme moi, un peu tendance à l'anxiété. Parce que c'est pas vraiment la chose la plus positive que vous lirez dans votre journée. Bon, évidemment, sans surprise, l'événement ayant le plus d'impact et de probabilités combinées, c'est la perte de la biodiversité. Bon, je pense que ça surprendra personne, mais le rapport place ce type d'événement dans un horizon de 5 à 10 ans. Si on regarde dans un délai plus court, les perturbations les plus susceptibles de se produire, il y en a 3. La désinformation, la montée des intelligences artificielles et le poids politique des milliardaires. D'ailleurs, c'est sans équivoque parce que cette section du rapport, elle s'appelle Les milliardaires dirigent le monde. Et en fait, elle explique que certaines des personnes les plus riches du monde contournent les principes de gouvernance démocratique, imposent leurs valeurs, leurs croyances personnelles en influençant les politiques publiques grâce à leurs entreprises ou à leurs investissements. Le rapport, il va loin quand même parce qu'il dit que certaines de ces personnes, étant donné qu'elles sont plus riches que des nations, ben maintenant, elles ont le potentiel de contrôler des ressources naturelles, d'influencer des politiques diplomatiques et même de déclencher des guerres. Je vais vous citer le rapport. Le rapport, ce qu'il dit, c'est que, et là je cite, l'avenir de la démocratie et de la gouvernance mondiale pourrait être menacé par le fait que les plus riches influencent de plus en plus l'opinion publique et les politiques publiques pour défendre leurs propres intérêts. En plus de ça, si on considère que les autres perturbations importantes que j'ai mentionnées au rapport, que sont la désinformation, donc le fait qu'on soit de moins en moins capable de distinguer le vrai du faux dans les médias, la montée parfois incontrôlée des intelligences artificielles, etc., ben, on constate que ce soit les médias ou les technologies, ben, c'est contrôlé aussi par les mêmes individus. Donc, ils génèrent des perturbations à plusieurs niveaux, de façon directe ou indirecte. Et même si on réfléchit à la pire menace mentionnée par le rapport, qui est la perte de la biodiversité, ben, là encore, c'est pas une infirmière à Mexico ou un garagiste à Rome qui rase la forêt amazonienne ou qui fabrique la majorité des gaz à effet de serre. Hein. C'est directement lié aux activités des ultra-riches. D'ailleurs, petite parenthèse, vous savez que le problème principal de l'intelligence artificielle, c'est pas vraiment le fait qu'elle va remplacer l'être humain, c'est la quantité d'eau qu'elle gaspille pour refroidir ses serveurs. Tout ce que je viens de vous dire, c'est confirmé par un rapport, mais c'est quand même quelque chose qu'on pourrait quand même déduire intuitivement. Mais alors pourquoi, quand on voit ça, on fait rien, on est assis, on les laisse faire tout ce qu'ils font? Parce qu'ils ont mis en place certains mythes, un narratif auquel on adhère, auquel on croit, et qui sont même, je vous dirais, ancrés en certaines personnes. Puis vous connaissez peut-être la blague du patron qui arrive devant son usine avec une merveilleuse Lamborghini de toute beauté, et ben, un de ses employés le voit, il dit « Oh patron, votre voiture est vraiment belle. » Puis là, le patron lui dit « Tu vois cette voiture? Tu vois cette Lamborghini? Et si tu travailles fort, si tu travailles vraiment, vraiment, vraiment fort, ben, l'année prochaine, je vais pouvoir m'en acheter une autre. » La paix sociale, elle est due au fait que les riches ont réussi à nous faire croire que si on travaillait fort, on pourrait devenir comme eux. Bertrand Russell, un auteur que j'apprécie énormément, il a écrit un essai, mais très court, qui s'appelle L'éloge de l'oisiveté en 1932, qui critique vraiment cette idéologie du travail acharné en disant que ça a été promu par les classes dominantes et que cette valorisation du travail sert en fait à maintenir les masses dans un état d'occupation constante, les empêchant de remettre en question l'ordre établi. C'est exactement pour ça que dans les médias, qui sont, je le rappelle, la propriété des ultra-riches pour la quasi-totalité d'entre eux, ben, on a de plus en plus des discours qui font l'éloge du travail acharné, en disant que c'est comme ça la réussite, c'est quelqu'un qui travaille fort, qui dénigre les personnes pauvres en les dépeignant comme paresseux ou lâches ou même fraudeurs. Hein. On entend toutes sortes de choses par rapport à l'aide sociale, par exemple les gens qui fraudent l'aide sociale, mais je pense que je vous apprendrai rien en vous disant que les sommes qui sont détournées, entre guillemets, par les gens qui, soi-disant, fraudent l'aide sociale, et en passant, il n'y en a pas tant que ça,
sont infiniment plus petites que les sommes que les ultra-riches cachent en faisant de l'évasion fiscale. De plus, si on adhère à cet adage que si on travaille fort, on va devenir riche, que si on est devenu riche, c'est parce qu'on a travaillé fort, ben forcément, ça sous-entend que les pauvres, ben, ils n'ont pas travaillé assez et que c'est de leur faute. Et d'ailleurs, on va ajouter l'insulte à l'injure parce qu'on va faire porter beaucoup de culpabilité aux personnes pauvres pour des problèmes qui ont en fait été causés par les comportements des riches. Je voudrais vous parler d'un livre de Nicolas Framont. Nicolas Framont, vous vous en rappelez peut-être, c'est l'auteur de Vous ne détestez pas les lundis, vous détestez la domination au travail, un livre que j'ai adoré et que j'avais évoqué dans mon épisode sur les patrons poison. Nicolas Framont, son précédent livre avant, qui s'appelle Parasite, ben dans ce livre-là, il démontre comment la classe dominante, qu'il appelle les parasites, profite des efforts de la majorité pour accumuler du pouvoir, pour accumuler de la richesse. Ce qui démontre aussi, c'est que les ultra-riches, ils n'apportent pas une réelle contribution à la société et qu'en fait, ils s'enrichissent, ce groupe, en exploitant les autres. Puis Framont, comme vous vous en doutez, il ne va pas avec le dos de la cuillère, il ne se limite pas à une simple critique économique, il va jusqu'à analyser justement ce narratif, les mécanismes culturels et symboliques qui légitiment cette domination. Donc lui, il évoque les médias, mais aussi l'éducation et la conception du mérite. La méritocratie, ça n'existe pas, hein. C'est pas vrai que quand on est méritant, on est récompensé. Et d'ailleurs, Framont, il explique comment les élites, ils utilisent ce discours-là, le mérite, l'innovation, le fait qu'ils ont pris des risques, pour justifier leurs privilèges, alors que bien souvent, leur richesse provient simplement d'une position avantageuse dont ils ont hérité. Donc, le self-made man, c'est pas nécessairement un mythe qui est réel et un self-made man n'est pas nécessairement un ultra riche. C'est peut-être justement la personne qui vit confortablement dont j'ai parlé au début de l'épisode, mais les ultra riches, ils appartiennent à une galaxie qui est complètement au-delà de tout ça. Puis je vous conseille la lecture de ce livre-là parce que il nous donne un peu des outils pour un peu décoder, pour un peu moins se faire avoir par ce narratif qui est tellement présent. Parce que le problème, c'est que la majorité d'entre nous, donc le commun des mortels, on accepte ce narratif, on accepte ces mythes qui ont été forgés de toutes pièces. Pourquoi? Parce que, pensez-y, c'est beaucoup moins confrontant de penser que si je travaille fort, je vais devenir riche, que de réaliser que ça n'arrivera jamais, que c'est une fable qui m'a été racontée par les gens d'une classe supérieure, une classe qui est fermée et inaccessible, et qui me la raconte justement pour que je reste à ma place. Et ça va même plus loin. On va même jusqu'à dénigrer quiconque remet en question cette façon de voir l'économie. Je parle évidemment du néolibéralisme. Dès que quelqu'un va proposer quelque chose d'un peu plus égalitaire, ah ben non, il y connaît rien. Ah ben non, c'est un utopiste. Et heureusement qu'on a certains économistes extrêmement brillants et un peu plus humanistes, comme les deux Thomas, Thomas Piketty et Thomas Porcher, qui ont un message vraiment différent et que je vous invite à aller lire si vous en avez l'intérêt. Dans son livre que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Traité d'économie hérétique, déjà le titre est génial, Thomas Porcher, il explique dans un style vraiment accessible, même si tu n'as pas des compétences en économie, il explique que les arguments du dogme néolibéral sont inventés de toutes pièces, encore une fois dans le but que la masse laborieuse se tienne tranquille. Donc, Porcher il démontre, par exemple, que la dette publique, c'est un épouvantail, utilisé pour faire des coupures dans le service public. Des coupures dans le service public, vous le savez, c'est pour laisser de la place au privé, qui va pouvoir s'en mettre encore plus plein les poches. Et quand je parle de coupures du service public, elles sont faites par les politiciens, et les politiciens, pour la très grande majorité d'entre eux, ce sont eux les valets du 1%, ce sont eux les gens qui sont au service des ultra-riches. Il explique aussi que le marché du travail est structuré pour maintenir la main-d'œuvre dans une précarité qui fait en sorte qu'elle est toujours à la disposition des puissants et elle ne peut pas trop avoir la liberté de mouvement qu'elle voudrait avoir. Donc en résumé, ce qu'il dit, c'est que le démantèlement de l'État, il est fait à dessein pour servir les intérêts privés, les intérêts des ultra-riches. Et un peu comme Nicolas Framont, il dénonce cette espèce de mythe de la réussite individuelle et il explique aussi que déjà, il y a certains déterminants sociaux. Plus tu nais dans une famille riche, plus tu as de chances de le rester. Et que les politiques publiques sont faites pour favoriser ces gens-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, ce que je pense qu'il faudrait explorer, c'est l'idée de taxer davantage les ultra-riches. Et je vous dirais même que certains d'entre eux sont d'accord. Parce que, premièrement, les fortunes démesurées de ces personnes-là sont à la base des problèmes les plus importants et urgents de notre monde. Et l'ampleur de leur richesse a fait en sorte que même si on les taxait beaucoup plus, ils s'en rendraient même pas compte. En juillet 2024, les ministres des Finances du G20 ont accepté de coopérer pour taxer plus équitablement les ultra-riches. Parce qu'on va voir
pour éviter l'évasion fiscale, il faut que les pays s'entendent pour avoir à peu près des politiques communes. Et c'est ça qui rend le défi aussi grand. Et en même temps, on a plus que 50 organisations internationales, dont, entre autres, Patriotic Millionaires, qui se sont rassemblées pour créer un mouvement #TaxTheSuperRich. Et en fait, ce mouvement, il s'est donné pour mission d'inciter les politiciens à concrétiser cet engagement, donc de les avoir à l'œil d'une certaine façon. Il demande aussi qu'il y ait un accord mondial conclu entre les pays pour que les pays taxent à un taux suffisant, un taux qui dégagerait les sommes nécessaires pour réduire les inégalités. Puis ce qu'ils veulent aussi, c'est qu'ils s'entendent sur des mécanismes, comme je vous disais à l'instant, pour éviter l'évasion fiscale, pour en tout cas la limiter. Et là où ça devient intéressant, c'est que plusieurs riches sont d'accord. C'est le cas des membres du groupe Patriotic Millionaires, qui est présidé par un certain Maurice Pearl. Et Maurice Pearl, il a eu une phrase assez célèbre qui disait « Tax me like hell ». Lui, ce qu'il dit, là je vais le citer, « L'inégalité croissante et extrême menace tout ce qui nous est cher, nos démocraties, nos économies, notre planète et notre société au sens large. » C'est pas le seul à le dire ouvertement. Parmi les milliardaires connus qui veulent être taxés davantage, on a par exemple Warren Buffett, Abigail Disney, je n'ai pas besoin de vous préciser d'où elle tire sa fortune. Il y a même Nick Hanauer, qui est un investisseur important d'Amazon et qui se dit lui-même comme faisant pas partie du 1%, mais du 0,01%, qui a prononcé un TED Talk. Là, vous savez, les TED Talks, c'est des petites conférences très courtes qui étaient intitulées « Beware fellow plutocrats » et il a dit « If we don't do something to fix the inequality in this country », il parle des États-Unis, bien entendu, « the pitchforks are coming ». The pitchforks, c'est les fourches. D'ailleurs, dans le TED Talk, il fait vraiment une comparaison entre ce qui se passe en ce moment et la situation qui prévalait en France juste avant la Révolution française. Lui, son discours, c'est pas tellement de s'excuser d'être néolibéral et que les inégalités lui font de la peine, c'est que ça peut plus durer et qu'à un moment donné, il va y avoir une révolution. Donc, que ce soit par altruisme ou par peur de se faire couper la tête, excusez-moi la comparaison, mais il y a quand même plusieurs milliardaires qui sont pour le fait d'être taxés davantage. Et en même temps, les valets du 1%, les gouvernements, eux aussi, ils croient au mythe que peut-être que s'ils servent bien leurs maîtres, ils vont devenir comme eux. Et donc, ils ne vont pas du tout dans cette direction-là. Je vais prendre un exemple québécois. Au Québec, la richesse des milliardaires a augmenté de 18,3 millions de dollars canadiens par jour en 2024, tandis que, dans la même période, le gouvernement a coupé 2,4 milliards de dollars de financement aux services de santé, par exemple. Bon, OK. Mettons qu'on arrivait à taxer davantage les plus riches, que les États arrivaient à s'entendre, on dégagerait d'importantes sommes d'argent. Mais qu'est-ce qu'on ferait avec ça? Puis qu'est-ce qui ferait en sorte que cet argent irait directement dans une perspective de réduire les inégalités? L'une des solutions que moi je trouve intéressante et qui est avancée par certains économistes très sérieux, c'est le revenu universel de base, RUB, comme on l'entend parfois. C'est un versement monétaire, donc de l'argent sur ton compte en banque, régulier et inconditionnel à chaque citoyen d'une région donnée, indépendamment de ses revenus, de sa situation professionnelle ou d'autres conditions. Donc, c'est inconditionnel. Vous vous en doutez, l'objectif, c'est de garantir à chaque personne une sécurité économique de base et réduire la pauvreté. Le revenu universel de base, il y a 4 principes fondamentaux. Le premier principe, c'est l'universalité. Donc, cette somme, elle est attribuée à tout le monde, indépendamment de ton emploi, indépendamment de ta situation financière. Deuxième principe important, l'inconditionnalité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune condition qui sont nécessaires pour toucher cet argent. Troisième, un paiement régulier. Donc, en général, c'est donné par exemple à tous les mois. Quatrième principe, c'est un paiement monétaire direct. Donc, ce n'est pas une prestation, ce n'est pas un service. En fait, le revenu universel de base, il se voit comme un complément de revenu pour ceux qui travaillent et c'est une sécurité pour ceux qui n'ont pas d'autres entrées d'argent. Contrairement aux idées reçues, il ne va pas décourager le travail. Il ne va pas faire en sorte que les gens vont cesser de travailler. Par contre, il va réduire la pauvreté et permettre une sécurité économique. Et cette sécurité économique des gens les plus pauvres, ça va faire en sorte que ça va améliorer leur santé, par exemple. Vous savez que la santé et le niveau économique, c'est extrêmement lié. Donc, si les gens ont un revenu universel de base, ils sont moins malades, et peut-être qu'ils vont aller moins solliciter, justement, les services publics de santé. Donc, en plus, ce serait un cercle vertueux. L'économiste Thomas Piketty, donc l'autre des deux Thomas, il a dit, là je vais le citer aussi, « Un revenu de base universel pourrait être une façon de reconnaître que chacun a droit à une part de la richesse collective. » Même Milton Friedman, qui n'est pas tout à fait un bolchevique, il s'est plusieurs fois exprimé en faveur de ce qu'il appelait un impôt négatif. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça a beaucoup de caractéristiques qui ressemblent au revenu universel de base. L'Association canadienne pour la santé mentale, elle appuie l'accès à un revenu universel de base. Si on regarde parmi les déterminants sociaux qui favorisent une bonne santé mentale, on a
l'inclusion sociale, la protection contre la discrimination et la violence et l'accès aux ressources économiques, y compris l'accès à un revenu stable. Dans le fond, ce qu'ils disent en d'autres termes, c'est qu'un revenu universel de base aurait une incidence directe sur l'état de santé mentale des gens. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse réfléchir à ce que vous en pensez. Merci d'être à l'écoute de Lanceur d'Arrête. N'oubliez pas que Lanceur d'Arrête, c'est un rendez-vous. Abonnez-vous!